De la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. Vendredi 18 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition de l'actualité sur la 102.3 Diaspora FM. Voici les grandes articulations de ce journal. Lancement ce jeudi 17 juin de la 11e édition de la Journée du monde professionnel de l'EPAC à l'Université d'Abomey-Calavi. L'événement a été couplé avec la cérémonie de sortie des finissants de cette entité. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale est en tournée dans les structures placées sous sa tutelle. L'objectif, s'imprégner des réalités de son département ministériel. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est rentré dans son pays ce jeudi 17 juin. Il a été accueilli par une foule en liesse, mais son retour n'avait pas vraiment des allures de fête. Merci de nous rejoindre pour ce tour d'horizon de l'actualité. Cérémonie officielle de lancement de la 11e édition de la Journée du monde professionnel, couplée avec le lancement de la cérémonie officielle de sortie des finissants de l'EPAC. C'était dans la matinée de ce jeudi 17 juin à l'EPAC sur le campus d'Abomey-Calavi. Un événement qui a réuni autorités et enseignants universitaires. Compte rendu Carnot François Roumbédé-Rintor. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC a lancé officiellement ce jeudi 17 juin à l'URC les activités entrant dans le cadre de la Journée du monde professionnel et la cérémonie officielle de sortie des finissants. Pour cette édition, la 11e depuis la création de l'école en 1977, c'est le directeur actuel Guy Alitono qui a procédé à l'ouverture officielle devant le parrain, les responsables au sein de l'administration, les enseignants et les étudiants. Après le mot de bienvenue de Osefania Degbe, la présidente du comité d'organisation, il a plu à Michael Saïzonou, chef service du centre de promotion de partenariat avec les entreprises de l'EPAC, d'exprimer un souhait envers les employeurs. Vous savez ce dont ils sont capables. Alors, notre appel que nous lançons ici de façon vibrante et de façon solennelle, c'est que vous teniez compte en priorité de nos étudiants dans vos recrutements et qu'ils puissent également bénéficier de tous les apports possibles pour les accompagner, pour leur prise en charge, pour qu'ils puissent s'auto-employer et qu'ils puissent également créer de nouvelles entreprises. Au tour du directeur, dans son allocution d'ouverture, de rappeler le contexte et les objectifs poursuivis par l'administration en initiant la Journée du monde professionnel et la cérémonie officielle de sortie des finissants. La Journée du monde professionnel et la cérémonie officielle de sortie des finissants à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi qu'a initié la direction en collaboration avec le centre de promotion et de partenariat avec les entreprises et le bureau de l'association des anciens diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi depuis une dizaine d'années vise à jeter les bases de la mise en réflexion sur l'adéquation, formation, emploi et d'une unité de recherche et d'application à l'EPAC. La Journée du monde professionnel constitue en réalité un creuset d'échange, un cadre de partenariat pour la promotion des opportunités d'affaires entre l'EPAC et le monde professionnel. En vue de l'insertion des jeunes diplômés, à travers cet événement, nous envisageons la consolidation et l'élargissement de partenariats en matière de stage et de placement des diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Après l'allocution d'ouverture, place a été donnée à la communication sur le thème « La vie en entreprise ». Une communication présentée par le parrain de l'événement, Georges Allais, avec comme modérateur Jacques Okoumensou.
Visite du centre de formation pour l'administration locale en abrégé CEFAL situé à Abomey-Calavi ce jeudi 17 juin par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akotteillon. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans les structures décentralisées placées sous sa tutelle pour mieux s'imprégner des réalités de son département ministériel. Le nouveau ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotteillon, pour mieux connaître les structures sous sa tutelle, a décidé d'une tournée de visite au sein de ces dernières. Ainsi, ce jeudi 17 juin 2021, il était à la communauté électrique du Bénin CEB et au centre de formation pour l'administration locale CEFAL. Le ministre, une fois au CEFAL, a eu des explications de la part de son directeur Christian Raoul Couton sur son mode de fonctionnement. L'occasion était aussi bonne pour exprimer des doléances. Nous avons profité donc pour lui exposer un peu tout ce que nous avons eu à faire comme activité principale. Et nous avons profité pour lui soumettre nos doléances, notamment par rapport à la construction des infrastructures propres du centre et aussi à l'adoption des tests que nous avons introduits pour pouvoir donner plus de vigueur, plus d'efficacité, donner plus de visibilité aux activités du centre. Des doléances qui seront prises en compte à l'issue de la tournée selon les propos de l'autorité ministérielle. Tout ce que vous avez dit, j'en ai pris bonne note. Déjà, en faisant les visites de bureau, le hasard a voulu que nous passions par la CEB. Je pense que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous soyez logés à meilleure enseigne. C'est ce que nous pouvons dire pour le moment. Et quand on fera le point globalement de la visite des structures, on aura encore une visibilité plus grande du ministère, de ces problèmes, de ces défis. Ayant pris fonction le mercredi 26 mai 2021, Raphaël Akotteillon n'entend pas perdre du temps pour s'imprégner des réalités de toutes les structures sous tutelle de son département ministériel. D'autres structures seront également visitées dans les tout prochains jours. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience ce jeudi 17 juin les jeunes promoteurs du foyer à Tingan. Il s'agit d'un projet qui répond à la volonté du président de la République de faire revenir l'État dans le secteur des industries. Wilfried Léandre Hungweji, porte-parole du gouvernement. Dans le cadre du programme social du gouvernement pour la période 21-26, le candidat Patrice Talon avait indiqué que l'État ferait son retour massif dans le secteur des industries, soit en portant seul des initiatives, soit avec des privés, en mettant de l'argent de l'État, marquer sa présence et lancer résolument le tissu industriel dans notre pays. Et donc ce projet-là, avec nos amis de Foyer à Tingan, est apparu comme un projet éligible à cet aspect du programme de retour massif de l'État dans la promotion de l'industrie. Voilà pourquoi le chef de l'État leur a dit qu'en dehors de ce qu'il pourrait leur apporter à titre personnel, il engagerait l'État. Dans le cadre de l'intervention étatique pour relancer le tissu industriel dans notre pays, ils vont donc avoir une séance de travail avec le chef de l'État lui-même et deux autres ministres, dont celui en charge des finances, pour voir quelle est la faisabilité de l'apport que l'État peut faire en intégrant le capital de cette grande société, quitte à ce que sur les années à venir, après qu'elle se sera lancée, devenue autonome et pourra essaimer de par le monde, l'État pourra se retirer. Mais il aura été un propulseur pour cette entreprise et la lancer, et que dans les années qui viennent, l'on puisse dire que non seulement au Bénin, mais dans la sous-région et partout au monde, il y a un équipement made in Bénin. Les promoteurs du foyer à Tingan, Caliste Hello et Franck Zaondaro, à leur sortie d'audience, se sont réjouis de l'accompagnement dont ils vont bénéficier de la part de l'État dans la production des foyers à Tingan. L'État veut accompagner l'installation de l'industrie qui va produire les foyers à Tingan. L'État rentre en capital avec un privé pour apporter un financement pour qu'on puisse valoriser une innovation béninoise. Une idée qui a germé, où il y a eu création d'un prototype. Après amélioration, on a aujourd'hui un modèle peaufiné que l'État veut entrer en partenariat avec un privé pour l'installation d'une usine pour rendre les foyers disponibles aux Béninois et au monde entier. On a retenu qu'on aura une nouvelle séance qui nous permettra d'élaborer le plan d'installation de l'usine dans la zone économique agglo afin que le foyer à Tingan soit un projet qui prend réellement corps aujourd'hui, qui pourra créer au moins 1000 emplois et qui pourra être disponible pour tous les Béninois et les clients du monde entier.
Éducation dans ce journal baccalauréat session de juin 2021. Le top sera donné lundi prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et en vue de tout savoir sur les préparatifs, une séance a réuni les responsables de l'office du baccalauréat et les ministres concernés. Frédéric Espoir Oumamou. Au cours de cette séance, il s'est agi pour la ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'Enseignement secondaire de s'assurer de ce que tout est fin prêt pour que les candidats puissent prendre part au baccalauréat dans les bonnes conditions. Et c'est le directeur de l'office du bac, Alphonse Da Silva, qui lève ici un point de voile sur les actions déjà menées. L'office du baccalauréat est prêt. Nous sommes prêts, les travaux confidentiels sont terminés, le tirage des épreuves et la mise en cantine terminée et hier, le dernier convoi des cantines est parti. À en croire le ministre de l'Enseignement secondaire, l'essentiel à dérouler en situation de classe a été fait et les apprenants sont censés être capables d'affronter les épreuves. Tous les programmes ont été achevés. Les remédiations pédagogiques ont été menées avec tout le professionnalisme requis par les structures techniques appropriées, à savoir la DIPIC et nos délégations pédagogiques au niveau des départements. Nos apprenants sont censés être prêts également pour affronter le baccalauréat. De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur a profité de l'occasion pour rassurer les candidats. Ils vont pouvoir composer dans de très bonnes conditions, que ce soit conditions logistiques, conditions sanitaires, tout est vraiment bouclé. Toute la sécurité sera mobilisée pour ça. Et ce qui est intéressant, ce sont les efforts du gouvernement qui sont croissants et qui traduisent le niveau de priorité qui est accordé à ces examens et à la qualité de nos diplômés. À noter que les 82 938 candidats seront répartis dans 132 centres de composition sur l'étendue du territoire national. Ce journal se poursuit. Les manifestations officielles entrant dans le cadre de la 20e journée nationale de la médecine traditionnelle ont eu lieu ce jeudi 17 juin dans l'enceinte de la direction départementale de la santé de l'Atlantique. Une célébration présidée par le ministre de la Santé qui a connu la présence effective des praticiens de ce sous-secteur de la santé. Aristide Setti. La médecine traditionnelle est célébrée une 20e fois au Bénin ce 17 juin 2021. Plus de 100 participants, praticiens de cette catégorie de la médecine, se sont retrouvés autour du thème « Médecine traditionnelle au Bénin, les réformes et la recherche, deux grands défis à relever ». Dans son allocution au cours de la cérémonie d'ouverture, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, Dr Mamoudou Tiengare, a mis l'accent sur l'utilité de la médecine traditionnelle de nos jours. La médecine traditionnelle est utilisée depuis des siècles pour améliorer le bien-être des populations et elle continue de jouer un rôle essentiel dans les soins de santé à travers le monde et en Afrique. Elle tire sa quintessence de la riche et exceptionnelle biodiversité de plantes aromatiques et médicinales que recèle le continent africain. La médecine traditionnelle est aussi une industrie prometteuse à exploiter et pourquoi pas exporter à l'international. Après avoir félicité les différents acteurs de la médecine traditionnelle pour les nombreuses prouesses enregistrées, le professeur Benjamin Mpati invite ces derniers à prôner une démarche plus scientifique dans leurs recherches. Depuis des lustres, la médecine traditionnelle en collaboration avec la médecine moderne offre des produits, des soins et autres pratiques pour juguler les problèmes de santé de la population pour nombre d'affections. Et à l'occasion de cette célébration, ce sous-secteur de la santé, riche en savoir, a besoin d'un peu plus de soutien scientifique pour être mieux organisé, mieux compris et surtout plus valorisé. Il urge donc d'améliorer et de développer la recherche, d'identifier les médicaments traditionnels ayant déjà fait leurs preuves, de renforcer la collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine moderne pour promouvoir l'utilisation des médicaments traditionnels dont l'efficacité, l'innocuité et la qualité sont établies. Le ministre de la Santé a également, à cette occasion, annoncé les prochains défis du gouvernement de Patrice Talon dans ce secteur. Le prochain défi à relever sera la mise en place
de l'Ordre national des praticiens de la médecine traditionnelle, afin de bien réglementer l'exercice de la profession. Vos efforts sont reconnus et nous les souhaitons encore plus densifiés, surtout dans le domaine des réformes et de la recherche pour le bien-être des populations béninoises. Plusieurs communications importantes ont meublé cette 20e édition de la Journée nationale de la médecine traditionnelle. Les visites de stand du ministre de la Santé et sa délégation ont mis un thème à cette célébration. Direction le Mono, ce département qui a commémoré ce jeudi 17 juin l'édition 2021 de la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est la commune de Bopa qui a accueilli l'événement qui a été marqué par la mise en terre de 6000 plants dans le village Djodjizon. Jonas Bochi nous en dit plus à travers ce reportage. Nul ne se fait compter de nos jours les effets néfastes de la désertification et de la sécheresse. La chaleur excessive et l'inconstance des saisons dues à la rareté des pluies rappellent à tous l'impérieux devoir d'agir pour ralentir la vitesse de la désertification. Ce jeudi 17 juin 2021, journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, le maire de Bopa, dont la commune abrite les manifestations départementales dans le Mono, attire l'attention de ses concitoyens sur la responsabilité des humains face à ce phénomène. Notre responsabilité est donc grande face à ce phénomène qui n'épargne personne. Le phénomène de la désertification est causé par les variations climatiques, mais également par la super-exploitation des ressources naturelles par l'homme, qui ne laisse plus le temps à la terre de se régénérer et l'affaiblit de plus en plus. Le déboisement, le surpâturage et l'élevage sont entre autres les causes de la déforestation. Ces activités, en bouleversant l'écosystème naturel, provoquent la disparition de la couverture végétale et de la biodiversité. Le reboisement qui devrait atténuer les effets de la déforestation s'est réduit tout simplement à la mise en terre des plants d'arbres. Quant à leur entretien, on s'en soucie moins. Le chef de l'inspection forestière dans le département du Mono met un accent particulier sur l'entretien des plants à mettre en terre ce jour. Les anciennes plantations ne sont pas bien entretenues. Et là, c'est le grief que l'administration forestière a contre la population de Djidjozun d'une part et contre la mairie d'autre part. Il y a le chef de village de Koeko et le chef de village de Djidjozun qui doivent prendre un engagement solennel devant l'autorité par rapport à l'entretien, par rapport à la lutte contre les intempéries sous toutes ses formes, les feux de végétation, la divagation des bêtes pour que les responsabilités soient situées au moment opportun. Ensemble, luttons contre les effets néfastes du changement climatique. Transformons nos terres dégradées en terres saines. Traitons la terre comme un capital naturel limité et précieux. Il y va de notre survie. En plus du reboisement, le préfet du Mono exhorte les populations à s'investir dans la restauration des terres. Investir dans la restauration des terres favorise la création d'emplois, engendre des bénéfices économiques tout en fournissant de moyens de résistance à une époque où des millions de personnes se retrouvent sans emploi. Au Bénin en général et dans le département du Mono en particulier, nos forêts tropicales sont une source naturelle limitée et précieuse que nous avons l'obligation de protéger. À l'occasion de la présente journée, j'invite chacun de nous à rester mobilisé pour restaurer nos terres. Sur les 18 000 plants acquis avec le soutien de Sogia Satom et de GIZ, 6 000 plants ont été mis en terre dans le village de Djodjizon sur un domaine de 6 hectares et demi. Ce journal se poursuit donc. Le port obligatoire de casque pour tout conducteur et passager de véhicules à moteur à 2 roues dans le département du littoral. C'est la décision que vient de prendre par un arrêté en date du 16 juin 2021 le préfet Alain Orunla. Dans le but d'assurer la protection civile des populations, le port de casque est obligatoire pour tout conducteur et passager de véhicules à moteur à 2 roues dans le département du littoral. Selon l'arrêté préfectoral, il est aussi interdit à tout conducteur de véhicules à moteur à 2 roues de remorquer plus d'un passager. Au Bénin, les motocyclistes ne peuvent plus circuler sans porter un casque. Le non-port de casque est réprimé par la police. Le directeur départemental de la police républicaine et le commissariat central de la ville de Cotonou sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application stricte de cette décision.
Le trafic routier en direction des départements du Monokufo et vers le Togo en quittant Cotonou et Ouida pourrait être interrompu dans les prochains jours. Et pour cause, la route nationale inter-État Cotonou-Lomé a commencé par être inondée à la hauteur du village de Guézin dans l'arrondissement d'Agatogbo, commune de Komé. Une situation qui pourrait empêcher tout passage sur ce axe si rien n'est fait pour ouvrir en urgence l'embouchure de la Bouche du Roi à Grand Popo. Après avoir pris en otage le village de Guézin, les eaux sorties du lit de lac Aimé ont pris d'assaut la route nationale inter-État Cotonou-Lomé. À hauteur de ce village lacustre, il devient difficile de circuler pour les automobilistes, les motocyclistes et même pour les piétons en raison de l'envahissement de la chaussée par les eaux du lac. Si rien n'est fait dans les prochains jours pour favoriser l'évacuation des eaux du lac vers la mer, la circulation sur ce tronçon pourrait devenir impossible à toutes sortes de véhicules. Le blocage de la circulation par l'inondation sur ce tronçon va aussi créer des embouteillages le long de ce corridor, le long du corridor Lagos-Cotonou-Lomé-Accra-Abidjan. Depuis quelques jours, les populations de Guézin et des localités environnantes sont inondées en raison de la crue du lac. Une situation qui se justifierait donc par la fermeture depuis février de l'embouchure de la Bouche du Roi à Grand Popo. Les nouvelles africaines et internationales. Les nouvelles au-delà des frontières du Bénin, nous commençons par le Nigeria où le président Muhammadu Buhari s'est rendu dans la grande ville de Maïdougouri ce jeudi 17 juin au nord-est du Nigeria, un an et demi après sa dernière visite en février 2020. Une sortie express mais hautement symbolique alors que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour à travers tout le Nigeria. La visite du président et des chefs des armées à Maïdougouri n'a duré que quelques heures. Muhammadu Buhari était venu appréhender la situation sécuritaire et donner le coup d'envoi de projets de développement, notamment la construction de 10 000 habitations pour les déplacés internes qui s'amassent dans la capitale de Borno. Le gouvernement nigérien a décidé de fermer le camp des réfugiés d'Antikane dans la préfecture de Tilia, à 60 km de la frontière malienne qui abrite des réfugiés maliens et des déplacés internes nigériens. Il est infiltré par des djihadistes et se trouve aussi sur la trajectoire des narcotrafiquants. La décision de fermer le camp des réfugiés d'Antikane avec ses 20 000 personnes a été prise par le Conseil de sécurité régionale de Tawa. Elle fait surtout suite au massacre de plus de 150 personnes civiles le 21 mars dernier par des djihadistes. Et puis, en Côte d'Ivoire, définitivement acquitté par la Cour pénale internationale, il y a moins de 3 mois, l'ancien président ivoirien est rentré dans son pays ce jeudi 17 juin. Après 10 ans d'absence, Laurent Gbagbo est rentré par un vol régulier de la compagnie Bruxelles Airlines qui s'est posé peu avant 16h30 heure locale et temps universel. Des milliers de personnes s'étaient massé le long du parcours jusqu'à l'ancien QG de son parti, le Front populaire ivoirien FPI. Les membres du parti souhaitaient que le retour de leur leader soit populaire, mais les choses se sont passées autrement. Privé des adieux de son soutien lors de son décollage à Bruxelles, Laurent Gbagbo était tenu loin de ses partisans sur le sol ivoirien. Et donc, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule avant même son arrivée. L'ancien président s'est exprimé en début de soirée. Il s'est dit heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique devant une foule acquise à sa cause. L'ancien président a été bref dans son allocution, demandant à pleurer d'abord ses morts et de parler plus tard de la politique.
Ainsi s'achève ce journal. La mise en onde Didier Guédou, présentation Clémence Tonoucoin. Merci de nous avoir reçus chez vous. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Développement local. Développement local. Développement local.